Comme promis d'accueillir tout de suite Jean-Michel Vernochet, géopolitologue et essayiste, et Rachid Nekaz, activiste politique algérien. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Pourrais-je commencer donc avec vous, Monsieur Vernochet. L'affaire Boualem Sansal n'est-elle, selon vous, que la partie haute, peut-être, de l'iceberg de ces relations extrêmement complexes entre Paris et Alger? Qui est aujourd'hui, selon vous, responsable de cette dégradation? Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher de responsable. C'est un état de fait. C'est un état de fait qui vient de loin. Depuis l'indépendance de l'Algérie, le gouvernement algérien, en l'occurrence au départ le FLN, ceux qui ont combattu la France et la présence française, ont usé de l'argument de la colonisation pour expliquer, pour justifier, pour légitimer tout leur manquement, leur incapacité à diriger le pays, à exploiter la manne pétrolière et gazière qu'ils avaient eue en héritage. Imaginez une seule seconde que 60 ans après la chute de Berlin, je ne parle pas du mur de Berlin, mais de Berlin tout court, les Français auraient continué à entretenir des relations aussi conflictuelles avec l'Allemagne. Ça n'a pas de sens. Bon, alors, il faut dire que comparons ce qui est comparable. C'est vrai que ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, et seulement à la fin des années 90, on a appelé la guerre d'Algérie, ont laissé des traces profondes, mais les conflits sont ainsi que les choses ne se passent jamais véritablement bien, mais à un moment donné, il faut savoir entreprendre, construire ce qu'on appelle la paix des braves, et pas vivre sur cette rente de situation qui est la culpabilité de la France perpétuelle, comme si la France n'avait rien laissé en Algérie, si ce n'est un désert totalement vierge, inculte et sans aucun moyen de devenir une grande nation, qu'elle pourrait être. Alors, Monsieur Nekaz, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez, comme Monsieur Vernochet, que la France, peut-être quelque part, culpabilise de trop ou pas assez? Il y a toujours eu deux discours au sujet des relations entre la France et l'Algérie. Le premier, c'est le discours franco-français, c'était de dire que après 132 années de présence française en Algérie, il y a eu des villes, il y a des routes, il y a des infrastructures, il y a des hôpitaux. Mais ce point de vue franco-français oublie de dire que toutes ces infrastructures ont été mises en place pour le million de colons français et européens qui vivaient en Algérie. Ce n'était pas pour les 9 millions d'Algériens. Et le deuxième discours, c'est le discours algérien, qui est le mien, qui constate la chose suivante, c'est lorsque la France a envahi, parce que la France a colonisé l'Algérie en 1830, il y avait 90% des Algériennes et des Algériens qui étaient alphabétisés grâce aux écoles coraniques. Et au bout de 132 ans de colonialisme effroyable, il y a eu 5,5 millions de martyrs. Ne l'oublions jamais. Il y a eu 90% d'analphabètes en 1962. Donc tout est une question de point de vue, mais la réalité, elle est là, et elle est factuelle, et elle est vérifiable par des chiffres. Mon objectif, ce n'est pas de ressasser le passé entre la France et l'Algérie, c'est d'essayer de voir comment on peut construire un avenir. Je vous donne juste un autre chiffre. La France, au travers de la multinationale Total, fait pression depuis 2016 contre le gouvernement algérien pour reconduire des contrats de gaz et de pétrole. Et à cause de cette pression au travers de l'arbitrage international, la France a pu obtenir en 2018 25 années supplémentaires de gaz gratuit dans le gisement de TFT et 25 années de pétrole gratuit dans le gisement de Hassi-Berkin. Là aussi, c'est une réalité. Ce que je propose pour apaiser les relations entre la France et l'Algérie, c'est deux choses. La première, c'est inciter les 5 millions d'Algériens à retourner en Algérie, ce que j'appelle la remigration positive, à la fois pour développer l'économie algérienne, mais aussi pour consolider l'état de droit
en Algérie. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens. Et c'est la raison pour laquelle je propose de renégocier les contrats de gaz et de pétrole avec l'entreprise Total pour que la part de la multinationale française soit plus faible afin de pouvoir disposer des moyens financiers pour construire des logements, pour mettre en place des infrastructures aussi bien au niveau des établissements scolaires, des hôpitaux, des entreprises, pour que l'arrivée massive de ces 5 millions d'Algériens puisse se faire dans des conditions les plus optimales possibles. Donc ce qui m'intéresse au-delà du passé, qui est extrêmement douloureux, c'est comment on peut apaiser les relations au présent et surtout construire une relation win-win, gagnant-gagnant entre Paris et Alger. Monsieur Vernochet, alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez, comme Monsieur Nekaz, que la France aujourd'hui continue de profiter de l'Algérie pour son économie? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est capable de porter le lead diplomatique pour apaiser ces relations? La France ne profite plus depuis longtemps. L'Algérie est indépendante depuis 1962. Ce sont des grands garçons. Ils peuvent gérer leurs affaires. Or, la dernière fois que je suis allé en Algérie, c'était malheureusement il y a une vingtaine d'années, mais il y avait encore des femmes qui vendaient du pain sur le bord des routes, etc. Alors, je suis entièrement d'accord avec votre interlocuteur. S'il s'agit, mais moi je ne demande pas, c'est pas la valise ou le cercueil, à 7 millions d'Algériens qui vivent en France, c'est lui qui a avancé le chiffre de 7 millions. Si une bonne part d'entre eux, les plus productifs, les plus formés, les plus qualifiés veulent repartir en Algérie pour aider à redynamiser le pays qui en a bien besoin, je suis entièrement d'accord. Et pourquoi pas renégocier les contrats gaziers? Pourquoi pas? On n'en mourra pas. Hein. C'est du gaz. La Russie pourra nous en vendre, le cas échéant d'ailleurs. Ce serait plutôt bien. Et pas du gaz liquéfié américain hors de prix. Voilà. Mais moi, je ne veux pas me débarrasser de la totalité des 7 millions. Mais c'est vrai que si on pouvait alléger la barque en France un petit peu, ça serait pas plus mal. Et que que l'Algérie commence par reprendre ses OQTF, c'est-à-dire ces criminels, ces délinquants qui tuent des gens qui sont sans doute aussi des déséquilibrés. C'est clair, et pas seulement des fanatiques qui tuent des gens dans la rue. Ça nous ferait beaucoup de bien à tous. Et surtout, et également à l'Algérie, parce que l'image de marque algérienne n'en ressort pas grandie. Alors en ce qui concerne les OQTF, justement, encore la question de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Toutes ces questions sensibles, Monsieur Nekaz, est-ce que vous pensez qu'elles nous amènent aujourd'hui vers justement une réalisation diplomatique, ou au contraire un frein? Vous savez que le problème a commencé avec la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental par le président de la République française, M. Emmanuel Macron. C'était le 30 juillet 2024. Cette reconnaissance est une violation manifeste de l'Organisation des Nations Unies dont la France est garante. Je vous rappelle que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France dispose d'un droit de veto. La France qui avait critiqué les États-Unis du président Bush en 2003 lorsqu'il avait décidé de déclarer la guerre et d'envers l'Irak en dehors de la légalité internationale, en dehors des Nations Unies, est en train de faire exactement la même chose que l'ancien président américain, M. Bush, en décidant de façon unilatérale, en dehors de l'enceinte de l'ONU, de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ce que j'ai proposé depuis 2014, c'est une solution de compromis. Cette solution de compromis, elle consiste dans la mise en place d'une double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental pendant une période de 10 années. Dans le langage diplomatique, cela s'appelle un condominium. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui même avec la principauté d'Andorre, qui est gérée à la fois par la France et l'Espagne. Et ça a été le cas aussi pour l'État du Soudan, qui entre 1899 et 1956 était géré conjointement pendant 57 ans et par l'Égypte et par la Grande-Bretagne. Donc je crois qu'après 50 années de conflit, 50 années d'incapacité de l'ONU à régler ce problème, il serait temps de procéder à une
nouvelle version diplomatique pour mettre fin à ce conflit géopolitique. Et je rappelle juste une petite information. Le Maroc, qui jusqu'à maintenant avait toujours dit que le Sahara occidental faisait partie du Maroc, a évolué depuis 2007 en disant qu'il était prêt à reconnaître une large autonomie à ce territoire-là. Et je crois que l'Algérie devrait aussi évoluer dans le même sens. Et ma position est claire, je soutiens la proposition de l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine et pas simplement une souveraineté marocaine. Mais pour cela, il faudra organiser 2 référendums. Un premier référendum dans l'année qui suit, où on va poser la question au peuple sahraoui si oui ou non il est d'accord pour vivre pendant 10 ans sous la double souveraineté algéro-marocaine. Et au bout de 10 années d'expérience de cohabitation, il y aurait un nouveau référendum, cette fois-ci avec 3 questions. La première, c'est est-ce que le peuple sahraoui est d'accord pour vivre dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine? La deuxième, ce serait de poser la question au peuple sahraoui si il serait d'accord pour être une simple province dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et la troisième question serait de poser la question au peuple sahraoui si oui ou non il souhaite l'indépendance. Donc je crois qu'on doit faire évoluer le logiciel diplomatique pour mettre fin à ce conflit qui empoisonne les relations entre Alger et Rabat et qui surtout a fait de la France l'empêcheur de tourner en rond dans la construction de cette fédération nord-africaine que j'appelle de mes voeux. Et la décision du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental en dehors de toute légalité internationale n'a fait qu'envenimer la situation qui était déjà très conflictuelle. Dernière question à M. Vernochet. Est-ce que vous seriez partant pour cette idée? Est-ce que vous pensez que les politiques français aujourd'hui sont capables de porter cette idée pour une réalisation éventuellement? La France n'a pas assumé son rôle. Son rôle, c'était pas de trancher en faveur de l'un ou de l'autre, mais la solution que vient de présenter notre interlocuteur est tout à fait raisonnable, au moins à première vue. Il faudrait raffiner, voir quelles en seraient les conséquences à terme, à long terme, les possibilités, ceci, cela. Mais l'idée d'un règlement négocié est la meilleure chose qui soit. Ce que je ne comprends pas, c'est que à la fois Monsieur Macron a commis, quand je dis une bévue, c'est pas plus qu'une maladresse. Ça relève presque de la provocation, de la bêtise géopolitique. Alors tout ça en échange d'un TGV entre Rabat et Casablanca, je sais pas quoi. Mais on n'a pas négocié, par contre, le prix des tonnes de hashish qui passent du Maroc vers la France. Ça, on n'en a pas parlé. Pourtant, c'est un véritable sujet. Mais c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui militent pour la légalisation de la drogue. Bon, passons là-dessus. La France a fait peser la balance dans un sens. C'était absurde. Ceci dit, deuxième partie de mon propos, malheureusement, la présidence algérienne, les élites algériennes ont surréagi. Au lieu de dire que M. Macron est un homme à bout de course, politiquement parlant, qu'il n'a pas un crédit international extraordinaire. Il vient de nous annoncer qu'il voulait envoyer des troupes en Ukraine, et puis il est revenu en arrière. Enfin, il passe son temps à se dire et à se dédire. M. Macron n'est pas un homme politique sérieux. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui compte le plus? C'est les bonnes relations entre le peuple algérien et le peuple français, et non pas d'engager un bras de fer, de laisser, comme l'a fait le gouvernement algérien, des influenceurs appeler à des exactions, à des actes répréhensibles, même terroristes. Ça ne se fait pas. Et quand on a des criminels, eh bien, on les accepte. La France est quand même, du point de vue que ce soit des visas ou sur d'autres plans, assez généreuse à l'égard de l'Algérie. Comme vous l'avez dit, s'il y a 7 millions, je ne pense pas qu'il y ait 7 millions d'Algériens, mais même s'il y en a 7 millions, ces Algériens sont généralement bien traités en France, considérés. Dans le marché de ma ville, il y a beaucoup de commerçants algériens
qui sont extrêmement à l'aise. Donc la solution préconisée est une bonne solution, la solution diplomatique et le raccord entre la France et l'Algérie. Mais pour cela, il faudrait peut-être attendre une nouvelle pléiade d'hommes politiques pour cette résolution. Merci à tous les deux, mes chers interlocuteurs. Merci, je rappelle Jean-Michel Vernochet, géopolitologue et essayiste, et Rachid Nekaz, activiste politique algérien, pour parler ce soir des relations assez difficiles entre Alger et Paris en ce moment. Merci encore à tous les deux.